Après les notaires, c'est au tour des auto-écoles de se mobiliser contre la loi Macron actuellement en débat à l'Assemblée nationale. Ce lundi, des manifestations de véhicules auto-écoles ont eu lieu dans les principales métropoles en France, mais aussi à Lorient. En cause, les réformes de l'apprentissage de la conduite en discussion avec la nouvelle loi. Xavier Patrijon a rencontré un responsable d'auto-école de Kévin aux portes de Lorient. Ce qu'ils veulent faire, c'est supprimer un petit peu l'auto-école traditionnelle qu'on est actuellement, c'est-à-dire qu'on n'aurait même plus de locaux. Ce seraient des gens qui seraient embauchés par des grandes filiales qui sont derrière d'ailleurs, qui sont déjà prêts à louer des voitures pour embaucher des moniteurs à la journée, à la demi-journée. Ils veulent carrément changer le système de l'auto-école. À chacun son métier. L'éducation nationale est là pour former les jeunes. Nous, on est là pour former les gens en conduite et les facteurs sont là pour distribuer le courrier. Retour à la maison pour les agents des impôts de Morlaix. Les 117 fonctionnaires des finances publiques ont retrouvé leur bureau après 4 mois de relogement. Le 19 septembre, l'hôtel des impôts Place du Pouliette a été incendié lors d'une manifestation de légumiers et ce 9 février, une cinquantaine de contribuables a donc été accueillis lors de la première matinée de réouverture. Mais une réouverture loin d'être parfaite selon la CGT des impôts. Alors la réintégration se fait dans des conditions différentes puisque nous réintégrons sur les 2/3 du bâtiment puisque la partie endommagée va donc être déconstruite puis reconstruite. Donc les locaux sont contraints, ce qui pose un certain nombre de problèmes au niveau des services, au niveau des personnels puisque nous exerçons nos missions dans des locaux différents. Et puis cela pose aussi des problèmes au niveau de l'accueil du public puisque les conditions sont moins bonnes qu'avant. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, on a reçu les contribuables dans des espaces où la confidentialité n'est pas assurée. Alors, c'est vrai que les conditions sont quand même plus difficiles et moins bonnes qu'avant. Et puis l'enquête continue après l'incendie du 19 septembre. Pour l'instant, seul un bonnet rouge a été mis en examen et incarcéré pendant quelques jours. Un bilan bien maigre pour la représentante syndicale des fonctionnaires. Au niveau de l'enquête, nous n'avons absolument pas le sentiment que l'enquête avance. Dès le lendemain de l'incendie, nous parlions d'impunité et on a vraiment le sentiment aujourd'hui que cette impunité perdure, ce qui provoque un problème puisque nous ne sommes pas dans des conditions sereines pour reprendre évidemment le travail. Allez, on parle musique bretonne maintenant. Les meilleurs sonneurs étaient réunis ce dimanche au Quartz à Brest pour la première manche du championnat national des bagadous de première catégorie. Et ce sont les Bigoudins de Cap-Caval qui l'emportent devant le Bagad Quimper. Quimperlé se place 3e. La deuxième manche aura lieu cet été lors du Festival interceltique. Et on écoute donc les vainqueurs Cap-Caval. Et on en profite pour féliciter notre collègue Vincent Tano qui fait partie de Cap-Caval. Sophie Lecroisier a suivi, elle, une autre formation, le Bagad de Vannes, qui a remporté récemment l'incroyable talent, émission diffusée sur une chaîne nationale, un succès télévisuel qui a attiré évidemment du monde au Quartz à Brest. 45 minutes avant leur passage, les musiciens du Bagad de Vannes chauffent leurs instruments. Dans la salle de répétition du Quartz, c'est un peu la cacophonie avant l'accord final. Puis c'est l'heure des derniers réglages, la pression monte. Un quart d'heure du passage, 20 minutes, là c'est concentration, voilà. Dernière note, dernier accord, avant le passage sur scène. Et les voici sur scène cette fois. Les musiciens ont 10 minutes pour convaincre un jury de 12 spécialistes. Ce dimanche, ils étaient 15 bagadous de première catégorie à se succéder. Seulement pour cette 66e édition, les vedettes tant attendues du public, ce sont bien sûr les musiciens de Vannes. Plus de places libres. Tous les ans, j'avais constaté qu'il y avait des places vacantes. Cette année, tout est pris, tout est réservé. C'est l'effet Vannes qui est certainement pour quelque chose. On en a toujours besoin, qu'à n'importe quel moment, qu'il y ait des groupes qui se mettent comme ça en avant, pour se maintenir un peu l'intérêt autour de ce qu'on fait, montrer aussi que les groupes se renouvellent, qu'ils sont jeunes, qu'ils écrivent de façon un peu différente la musique que la génération d'avant, autour des mêmes terroirs. Un coup de pouce pour le championnat, mais qu'en pensent les principaux intéressés ?
Effectivement, on a eu un petit succès télévisuel, mais après, on va pas non plus se prendre la tête avec ça. Enfin, c'est peu de choses finalement. On est là pour ça. Là, on était concentré sur le concours et vraiment que sur ça. Et puis, voilà, on s'est pas éparpillé. D'habitude, on a parfois quelques appréhensions avant de monter sur scène. Là, on était vraiment serein. Peut-être le fait de passer en première position, on n'a pas eu le temps de trop stresser non plus. C'est venu très vite. Je pense que l'ensemble était vraiment béton. Les vainqueurs de l'émission Incroyable Talent ont tout de même dû affronter des concurrents de choix. Les tenants du titre, le Bagat Quimper, mais aussi Cap Caval et la Kevren Allery. Et puis après la compétition de musique bretonne, place à d'autres compétitions sportives. Ludovic Jean, bonjour. Bonjour Fred. Alors Ludovic, un week-end avec de nombreux rendez-vous sportifs, à commencer par le hand, que l'on a pu suivre d'ailleurs en direct sur TBO. Les filles du Brest-Bretagne Handball affrontaient Besançon. Ouais, c'était l'un des temps forts du week-end dans le Finistère. Le choc au sommet de division 2 féminine entre Brest, deuxième au classement, et Besançon, leader du championnat. La Brest Arena était pleine à craquer, plus de 4000 spectateurs réunis pour l'occasion. Et tout avait bien commencé pour les Brestoises qui vont rapidement mener 3-0 dans cette rencontre, grâce notamment à Marion Limal, très en vue samedi soir. Le BBH qui va compter jusqu'à 5 longueurs d'avance à la 20e minute de jeu, avant de voir les Byzantines recoller au score 13-11 à la pause. Et puis, au milieu de la seconde mi-temps, tout s'écroule. Manque d'expérience, déchets techniques. Les Brestoises n'y sont plus et Besançon en profite pour passer devant et l'emporter finalement 23-21. Une défaite qui compromet très sérieusement les chances de montée des Finistériennes, puisque Besançon compte désormais 4 points d'avance en tête du classement à 9 journées de la fin. Il faut savoir qu'une seule équipe accédera à l'étage supérieur la saison prochaine. C'est donc un gros coup dur pour les Brestoises. Il y a 2 places à rattraper pour essayer de... 9 matchs et il faudrait qu'elles gagnent tous leurs matchs et que Besançon perd 3 matchs. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Après le hand, on reste dans le sport féminin avec le tennis et la Winter Cup réservée aux jeunes joueuses. Ouais, c'est ça. C'était les futurs espoirs du tennis européen qui étaient réunis durant 3 jours à Brest à l'occasion de la Winter Cup, la Coupe d'Europe des filles âgées de 15-16 ans en fait. Alors 8 nations étaient représentées, dont la France bien sûr, avec une équipe entraînée par Émilie Loy, ancienne numéro 27 mondiale, que l'on voit ici avec son magnifique blouson orange. Les Françaises qui ont réussi une sacrée performance, malgré le forfait de dernière minute de leur meilleure joueuse, Lucie Varnier, numéro 39 française. Des victoires 3-0 face au Portugal en quart de finale, 2-1 en demi-finale face à la République tchèque. Et puis dimanche, les Françaises se sont imposées 2-1 en finale face à la Croatie. Du coup, elles décrochent leur qualification pour la phase finale de la compétition qui se déroulera dans 15 jours en République tchèque. Donc voilà, bravo à elles. Des futurs Mauresmo peut-être dans le lot. Peut-être. Alors on ouvre une page basket et on commence encore avec des sportifs, puisque le Léon Trégor Basket s'est imposé face à Grafenstaden, c'est en Alsace. C'est ça, c'est bien prononcé. C'était samedi, la 17e journée de Ligue 2 féminine, et ça se passait à Pleyber-Christ. Le LTB en blanc accueillait Grafenstaden, un match très important pour les joueuses de Stéphane Leité, face à un concurrent direct pour le maintien. Et ça a été une rencontre disputée avec d'un côté l'Alsacienne Schmidt, auteur de 24 points et qui a posé énormément de soucis à la défense bretonne. Et puis côté finistérien, a signalé la performance de haut vol signée Marie Butard. On la voit à l'image, 26 points au cours de cette rencontre. Résultat, c'est le Léon Trégor Basket qui l'emporte 86-73. Les Finistériennes remontent à la 8e place et se donnent un peu d'air avec le bas du classement. Et puis chez les messieurs, on va maintenant s'intéresser à l'étendard de Brest, qui est l'équipe en forme du moment. Après leur exploit de la semaine passée, face au second du classement Vitré, les coéquipiers de Brice Vounang ont signé une quatrième victoire consécutive en National 2. C'était samedi soir, là aussi à domicile face à Sceaux. Victoire 68-57 avec notamment 18 points du Brestois Romain Gédary, l'étendard qui fait un bond au classement et s'installe à la 4e place à égalité avec Cherbourg et Rennes. Et Rennes, ce sera le prochain adversaire des Brestois à domicile. Et ça sera une rencontre à vivre en direct sur TBO. Ça sera le samedi 28 février. Très bien, c'est noté Ludo. Merci pour ce rendez-vous déjà. Et puis on passe au foot, avec évidemment la Coupe de France qui continue et les clubs finistériens qui sont bien représentés encore. Une semaine importante pour nos clubs finistériens engagés pour les 8e de finale de la Coupe de France. Et on suivra avec un intérêt tout particulier le match qui opposera
la Croix, un club de la banlieue lilloise. Ce sont 2 équipes amateurs. Alors on se rappelle qu'au Concarneau avait créé l'exploit lors des 2 tours précédents à domicile en éliminant Niort, puis Dijon, 2 équipes de Ligue 2. Cette fois-ci, ça sera un match à l'extérieur, donc un peu plus compliqué pour les Concarnois, mais c'est déjà une première dans leur histoire d'atteindre ce niveau et peut-être une qualification pour les quarts. Alors mercredi, c'est au tour de Guingamp, le tenant du titre, qui se rendra à Yzeure en Auvergne. Là aussi, un club de 4e division, un tirage plutôt favorable a priori pour les troupes de Jocelyn Gourvenec, qui ont réussi l'exploit de battre Monaco 1-0 à domicile ce week-end lors de la 24e journée de Ligue 1. Et puis enfin, jeudi, Brest se rendra à Metz, autre équipe de Ligue 1. Sachez Fred que si Brest venait à s'imposer en Lorraine, ce serait tout simplement historique puisque le Stade brestois n'a jamais atteint les quarts de finale de la compétition. Donc on va suivre toutes ces équipes avec intérêt, puisque plus la compétition progresse et plus les enjeux sont importants. On touche au but. Et puis peut-être que pour Brest, c'est une préfiguration pour la saison prochaine en championnat. Et Brest qui joue ce lundi soir à Nancy avec l'ambition de conforter sa place sur le podium de la Ligue 2 avec un nouveau duo d'attaquants dont on attend beaucoup, Gaëtan Encourté et Youssef Hannan. Bon, une actualité sportive très bien remplie. Merci beaucoup Ludo pour ce point sur ces rencontres sportives que l'on pourra suivre toujours sur TBO. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure pour un nouvel Instant T. À demain. Bonne soirée.